Bonsoir. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir, très heureux d'être en Corse. J'espère déjà y revenir une autre fois. Comme vous le savez peut-être, j'ai précédemment écrit un livre qui s'appelait Le grand virage de l'humanité. Mais je vais vous parler ce soir de mon livre de la suite, un petit peu la suite, qui s'appelle La physique du futur lumineux. Puisque dans le grand virage de l'humanité, je proposais une vision optimiste de la crise et il fallait que j'explique ensuite dans un autre livre pourquoi autant d'optimisme et quel était, à mon point de vue, comment était composé ce fameux futur et d'essayer d'argumenter dans ce sens. Et donc, je ne vais pas vous parler de crise ce soir, ni de politique, ni de complotisme, ni de quoi que ce soit de ce genre. On va rentrer dans la physique, et oui. Mais comme je sais que ce sont des sujets qui sont difficiles à comprendre, je vais essayer de commencer à l'envers. Voilà. Donc, il m'est venu l'idée, à chaque fois que je refais une conférence, si je devais dire d'ailleurs tout ce que j'ai envie d'expliquer, il me faudrait des heures. Aujourd'hui, il me faudrait une dizaine d'heures. Donc je fais à chaque fois une synthèse en prenant les choses par un angle à chaque fois différent. Et là, on va prendre l'angle des anomalies du réel, puisque tout mon discours et tous mes écrits depuis maintenant 14 ans traitent de la nature de la réalité, de la nature de l'humain, de la nature de la conscience, etc. Et si vous venez m'écouter, c'est parce que je suis un scientifique. C'est peut-être un peu con, mais c'est comme ça. On accorde beaucoup de crédibilité aux scientifiques. C'est tout à fait fondé pour une partie. C'est-à-dire qu'un scientifique fait un travail qui est extrêmement utile à la société dans la mesure où il permet d'objectiver tout ce qui est objectivable et ça aboutit à la technologie, etc. Ça aboutit à plein de choses positives. Par contre, là où peut-être le public a un petit peu tort de faire confiance aux scientifiques, c'est au niveau de la description soi-disant scientifique du réel. Les scientifiques ne sont pas aptes à décrire le réel. Il faut que ce soit dit une bonne fois pour toutes, tout simplement parce que la science est cloisonnée, elle est décomposée en différentes disciplines, et lorsqu'on est dans une discipline, on ne peut pas avoir une vision correcte du réel. Pour avoir une vision correcte du réel, il faut avoir donc une vision complètement synthétique. Il faudrait qu'un scientifique soit un scientifique puissance 1000, qu'il ait étudié absolument toutes les disciplines, et bon, évidemment, c'est jamais le cas. Et donc, vous comprenez l'importance de cet esprit de synthèse qui doit non seulement faire la synthèse de ce que la science nous apprend, mais aussi faire la synthèse de tout ce qui doit participer à notre construction du réel, et en particulier les anomalies du réel. Donc, qu'est-ce que c'est que ces anomalies ? Un scientifique qui ne s'intéresse pas aux anomalies n'est pas un vrai scientifique. C'est un grand philosophe qui a rappelé ça en me citant parce que il m'a fait un peu de la publicité. Et il avait apprécié ce que j'avais dit en disant cela. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que à chaque fois qu'on a une vision du monde qui a besoin de changer, à chaque fois qu'on est dans un changement de paradigme, ce qui va faire qu'on va réellement changer de paradigme, c'est le fait que les scientifiques vont se mettre à étudier les anomalies. Alors ces anomalies, moi j'en ai étudié un certain nombre, j'en ai expérimenté un certain nombre. C'est à la fois parce que j'ai fait des études scientifiques et parce que j'ai du vécu à ce niveau-là que je suis devenu ce que Patrick expliquait. Et donc, parmi ces anomalies, j'ai l'habitude d'en citer 6 que je connais à peu près bien, que je connais bien, certaines très bien. Mais il y en a bien d'autres, et je vais vous proposer de m'aider à continuer la liste comme distraction de démarrage. Donc, c'est une anomalie de perception du réel, pas seulement de perception, oui, enfin tout passe par la perception, par l'observation, par les témoignages,
Ce sont tout d'abord, en ce qui me concerne, ce sont les synchronicités. Hein. Les synchronicités, donc c'est hasard bizarre qui vous rendent service, qui semblent vous guider dans la vie. Ce sont également toutes les perceptions extrasensorielles. Les perceptions extrasensorielles, la vision du futur, la vision à distance et la télépathie. Ce sont aussi les anomalies au niveau des expériences de la conscience que sont les expériences de mort imminente, les voyages chamaniques, et ce sont aussi toutes les autres expériences de la conscience qui n'impliquent pas nécessairement un voyage, mais qui sont presque aussi incroyables, que sont donc l'expérience de la transe et la méditation aussi, et tous les états de conscience modifiés. Et ce sont aussi les observations que l'on n'arrive pas à comprendre avec la physique actuelle, et donc ce sont les ovnis. Et ce qui est intéressant, c'est que le phénomène le plus crédibilisé aujourd'hui par les autorités, c'est celui-là. C'est le phénomène des ovnis. Les Français ont été les premiers à déclarer officiellement que ce phénomène existait réellement, qu'on ne pouvait pas le réduire à des illusions, qu'il y avait toujours un petit pourcentage, entre 4 et 22%, suivant les études, de phénomènes pour lesquels les témoins étaient tout à fait crédibles, et ces phénomènes, on ne pouvait pas les réduire, les comprendre dans le cadre actuel de la science. Et ça fait quand même 70 ans que ça dure. Hein. Enfin, et en ce qui concerne les perceptions extrasensorielles, là, ce n'est pas reconnu officiellement, bien que les services secrets, tous les services secrets de la planète les exploitent, les espions psychiques, etc. Ça n'est pas reconnu officiellement, mais ça fait l'objet d'études scientifiques. Ça fait l'objet d'études scientifiques qui, à force de méta-analyse, à force de répétition, et lorsqu'on fait le cumul des résultats, on s'aperçoit que il est indéniable que la vision à distance, que les différentes perceptions extrasensorielles sont des réalités, même si certaines sont contestées comme la télépathie, ça reste des réalités. Si simplement ça ne rentre pas dans la science, c'est qu'on ne sait pas comment appréhender ces phénomènes. On ne sait pas les répéter. La méthode scientifique a besoin de répétabilité. Et je pourrais continuer d'en citer d'autres. Et je vais vous citer par exemple, je ne sais pas ce qui me vient à l'esprit, je vais vous citer la médiumnité, je vais vous citer les barreurs de feu, je vais vous citer ce qu'on appelle les canalisations, le channeling, je vais vous citer la radiesthésie. Enfin, aidez-moi si vous avez des... Non? Bon, ok. Il y en a une cinquantaine, d'accord? Il y a une cinquantaine d'anomalies du réel. Elles ne sont pas toutes crédibles, bien entendu, au point que d'ailleurs, moi, j'ai décidé de focuser sur uniquement 6 d'entre elles. D'accord? Il y a aussi parce qu'il y en a qui ne sont pas politiquement correctes. Et les 6 que j'ai choisis sont à peu près politiquement corrects. Hein. J'ai même été invité par des académiciens il y a une dizaine d'années pour parler de la synchronicité à l'Institut de France. Donc ça veut dire que ce phénomène commence à être pris au sérieux, même s'il n'est pas tout à fait politiquement correct d'en parler. Et les 6 phénomènes que je vous ai cités sont tout à fait pris au sérieux. Simplement, vous savez que nous avons des médias qui ne s'intéressent plus à nous informer. D'accord ? Il n'y a plus de débat dans les médias, il n'y a plus de débat. Je me souviens, moi, des fameux dossiers de l'écran, il y a peut-être 30 ou 40 ans. Maintenant, tout ça, ça n'existe plus. On a l'impression que les médias mainstream sont juste là pour essayer de nous conserver au niveau le plus bas, au niveau de notre vision du réel, parce que comme si jamais on levait le couvercle, ça devenait la panique, etc. Bon. Voilà. Donc, et en fait, pourquoi est-ce que je commence par vous parler de ça? Parce que les 6 phénomènes que je vous ai cités, et bien entendu, il y en a bien d'autres à la suite, d'accord, sont tous liés par le même principe qui permet de
non pas de les comprendre bien sûr, mais qui permet un début de compréhension générale de l'ensemble, de la totalité de ces phénomènes, qui sont des phénomènes toujours relatifs à la conscience, mais ce sont des phénomènes, bon je vous avertis, hein, je commence par la fin, ce sont des phénomènes qui font tous intervenir une propriété de la conscience qui ferait de la conscience un système de navigation. Vous savez déjà que vous naviguez lorsque vous rêvez, même si vous ne maîtrisez pas bien le système en question. Voilà, la conscience serait un système de navigation. Vous savez, moi je suis un ingénieur en intelligence artificielle, un cybernéticien. J'aime bien avoir une vision cybernétique du réel. Une vision cybernétique permet d'aller bien au-delà des équations, permet de simuler notre compréhension du réel par une démarche rationnelle, on va dire à l'aide d'algorithmes. Donc on appelle ça la cybernétique. Et c'est cette vision cybernétique qui me fait dire que la conscience est un système de navigation. Et pourquoi je vous parle d'un système de navigation pour vous parler de la conscience, c'est justement pour la différencier du cerveau, mais c'est aussi parce que ce système de navigation, il est d'une certaine manière inscrit dans les lois de la physique. Dans les lois de la physique, pas évidemment de la physique mainstream actuelle, mais de la physique du futur que l'on peut déjà anticiper, que beaucoup de collègues, d'illustres collègues ont déjà anticipé. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit du fait que, et voilà, et c'est là que ça va commencer vraiment, notre compréhension, de la compréhension du fait que l'espace, le temps et la matière n'existent pas tels qu'on les perçoit. C'est vraiment très très important. Je ne crois pas du tout à la théorie de la simulation telle que par exemple le film Matrix nous permet de la comprendre. D'accord ? La théorie de la simulation, c'est l'idée que notre réalité serait pas effectivement réelle, mais on serait quelque part, je sais pas, couché sur un divan comme dans Matrix et on recevrait des informations qui nous font croire qu'on est dans un monde réel. Ça, c'est ça la théorie de la simulation. Or, cette théorie de la simulation, elle ne tient pas debout, même si le film Matrix est intéressant. Cette théorie de la simulation ne tient pas debout parce qu'elle ne dit pas dans quelle réalité se trouve le simulateur. D'accord ? Le simulateur, le divan sur lequel j'invente un peu n'importe quoi, hein, ça peut être aussi, par exemple, nous serions, parce que je l'ai lu de la part de grands physiciens, et puis on me pose souvent des questions et je ne sais pas trop quoi répondre. Une race extraterrestre très évoluée aurait décidé de créer un simulateur pour simuler donc une expérience humaine sur la planète Terre, sur une hypothétique même planète Terre. Elle n'a même pas besoin d'être réelle, la Terre non plus. Alors ça, je commence à sentir que vous ne pouvez pas y croire, et là, vous avez raison. Hein. Parce que là, je suis en train de décrire une autre réalité que celle qui nous paraît réelle, mais qui est aussi, je ne résous rien, puisqu'il est autant légitime de se poser la question sur la réalité de cette autre réalité qui nous simule. Et ça pose le problème de savoir à ce moment-là si cette réalité qui nous simule ne serait pas elle-même simulée. Et donc la question qui se pose, c'est où se trouve le simulateur du simulateur du simulateur du... Ça va, vous avez compris. La simulation ne tient pas debout. Alors comment est-ce qu'on s'en sort? Parce que la physique nous apprend réellement que l'espace, le temps et la matière n'existent pas, tel qu'on le perçoit. Comment est-ce qu'on s'en sort, à votre avis? Le temps, l'espace et la matière n'existent pas tels qu'on les perçoit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui transforme un univers d'information en sensation de temps, de matière et d'espace. On est obligé de dire qu'il y a quelque chose qui transforme un univers d'information en sensation de matière, de temps et d'espace. Les physiciens ont découvert cette chose-là. Moi, je vous
j'explique que ça doit exister parce que je vous dis le temps, l'espace et la matière n'existent pas, donc il faut bien qu'ils soient transformés en réalité par un raisonnement simple. Après, j'expliquerai pourquoi l'espace n'existe pas. Et cette chose qui transforme, les physiciens ont découvert que c'était un modèle holographique de l'univers. C'est-à-dire que la plus fascinante théorie aujourd'hui pour décrire notre réalité, même si ce n'est pas démontré, c'est juste quelque chose qui semble vouloir s'imposer à la physique, mais ça dépasse nos capacités de calcul, d'équation, etc. Mais ça semble vouloir s'imposer, c'est le modèle holographique de l'univers. Donc il y a confirmation, après avoir découvert que le temps, l'espace et la matière n'existent pas, les physiciens découvrent le modèle holographique et en prime, ils découvrent que ce modèle holographique nous permet de faire émerger la gravitation. Que la gravitation, le fait que les objets s'attirent, que les masses s'attirent, c'est quelque chose qui est considéré depuis quelques années par certains, décennies par d'autres. La gravitation n'est plus considérée comme une force. D'abord, on n'arrive pas à unir la physique avec l'idée que la gravitation serait une force. Par contre, on se rend compte de plus en plus en physique que la gravité est un phénomène émergent qui émerge naturellement du processus qui transforme un univers d'information en sensation d'espace, de temps et de matière. Encore quelque chose, un fait important qui corrobore cette idée que cette chose existerait réellement, et cette chose, évidemment, c'est la conscience. C'est-à-dire que lorsque vous étudiez la physique vraiment, lorsque vous cherchez à l'interpréter, lorsque vous commencez à la comprendre, vous ne pouvez pas échapper à l'idée que la conscience est quelque chose de beaucoup plus fondamental que la matière. Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi il faut relier la conscience à l'espace. Après, on arrivera à comprendre pourquoi la conscience est un système de navigation, et j'expliquerai, je vous ai parlé des anomalies tout à l'heure du réel, et j'essaierai d'expliquer au niveau des perceptions extrasensorielles ce que ça veut dire, cette navigation au niveau des expériences de mort imminente, etc. C'est juste pour que vous conserviez le fil. Et donc, pourquoi faudrait-il relier la conscience, faudrait-il donner à la conscience la nature même de l'espace? Tout simplement parce que l'espace n'est pas de l'espace. Les physiciens découvrent réellement, et là je vous ai rien dit qui vient de moi, hein. Depuis le début de ma conférence, je vous ai absolument rien dit qui provient de ma théorie, notamment ma théorie du temps. On va y venir après, hein. Les physiciens découvrent donc l'espace n'est pas de l'espace parce que l'espace est courbé, il est pixelisé, il est troué, il est en vibration et il est non local. Donc autant dire que toutes les vibrations, toutes les propriétés qui doivent faire de l'espace un espace disparaissent. Rien qu'un espace non local, ça ne devrait pas exister. Rien qu'un espace troué, etc., etc. Et donc là, comment est-ce qu'on fait pour le comprendre? On comprend qu'il y a quelque chose qui transforme un univers d'information en sensation d'espace, de temps et de matière. On en revient toujours à introduire la conscience en physique, sans même faire du Philippe Guillemant, hein, sans même... Parce que moi, j'ai trouvé ça d'une autre manière. Mais aujourd'hui, la physique a fait tellement de progrès qu'on se rend compte qu'il n'y a pas besoin de théorie du temps et même de croyance dans l'idée que l'esprit pourrait avoir une influence sur la matière ou la conscience sur le futur. On n'a pas besoin de ça pour comprendre que il faut identifier l'espace et la conscience. Et donc, les propriétés de la conscience seraient à tirer des propriétés de l'espace. C'est-à-dire que la physique nous instruit du coup sur
des propriétés qui sont des propriétés de la conscience. Et parmi ces propriétés, il y a la propriété de non-localité qui fait que tous les points de l'espace-temps sont potentiellement reliés. C'est-à-dire que tous les points de l'espace et du temps, quand je dis tous les points de l'espace-temps, c'est je suis potentiellement relié à mon futur, je suis potentiellement relié à un lieu extrêmement distant. Donc là, vous commencez à comprendre des choses. Alors, comment ça fonctionne ? Bon, là, évidemment, la mécanique quantique intervient, puisque c'est la mécanique quantique qui a introduit la notion d'intrication. Qu'est-ce que c'est que la notion d'intrication ? C'est le fait que deux objets ou deux événements ou deux particules, etc., qui ont été ensemble à un moment donné et qui se sont séparés, restent corrélés, quelle que soit la distance et le temps. Ce phénomène d'intrication, d'ailleurs, concerne également le temps, c'est-à-dire que vous pouvez avoir deux objets, deux particules, deux événements qui restent corrélés non seulement indépendamment de la distance qui les sépare, mais aussi indépendamment du temps qui les sépare. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, et ça on l'observe en mécanique quantique, vous pouvez avoir une mesure qui est faite sur un objet dans le futur qui a une influence sur cet objet dans le passé, sur la réalité de cet objet, sur sa nature. Et ça, on connaît par exemple un exemple macroscopique à travers une expérience de pensée souvent citée par Alain Kohn, qui est un grand mathématicien et physicien. C'est le fait que des rayons lumineux qui proviennent d'une source qui pourrait être à 3 années-lumière, par exemple, mais qui sont normalement dispersés dans toutes les directions, mais vous avez un trou noir ou un quasar, un objet extrêmement massif, qui vient dévier la trajectoire de ces rayons lumineux, ce qui fait que vous pouvez avoir sur la Terre des rayons lumineux qui proviennent du même objet, mais qui viennent de directions différentes et qui peuvent donc interférer entre eux. Alors pourquoi interférer entre eux ? Parce que tant qu'ils n'ont pas été observés, ces rayons, en fait, ils sont partout à la fois. C'est-à-dire qu'ils ont la nature d'une onde, hein. Ils n'ont pas encore la nature d'une particule. Il faut qu'il y ait une observation pour qu'ils aient la nature de photons. Ils ont quand même la nature de photons, mais ils sont cohérents, donc pas encore, on va dire, manifestés. Entre parenthèses, pour comprendre la différence entre le macroscopique et le quantique, je vous propose de dire c'est la différence entre le non manifesté et le manifesté. Je vous parlerai du vide après. Et donc cette lumière, elle arrive à travers un réseau d'observation qui fabrique une frange d'interférence comme l'expérience des fentes de Young. Je suppose que vous avez un peu entendu parler de ça. Mais si on observe, si on met un observateur, eh bien, ces rayons lumineux qui proviennent de 3 milliards d'années-lumière dans le passé se mettent à définir parfaitement leur trajectoire. C'est-à-dire qu'il y a une modification du passé dans cette opération. Donc du coup, vous comprenez le lien entre l'intrication et le fait et la possibilité que des événements du passé soient corrélés avec des événements du futur ou des événements du présent, bien sûr. Donc voilà, ce genre de choses doit nous amener à reconsidérer totalement notre vision de la réalité. Et c'est là que je vais rentrer dans la théorie du temps que je propose habituellement. Et là, je rajoute le fait que les physiciens ont découvert que le temps n'existe pas, ce qui veut dire que, non pas que le temps n'existe pas, évidemment, le temps subjectif, ce qu'on ressent, celui qu'on utilise pour mesurer, il existe, mais ce n'est pas un temps créateur du futur à venir. Notre futur existe déjà. Ce n'est même pas la causalité ou les lois physiques qui créent notre futur à venir. Notre futur à venir peut être décrit par la causalité pendant un certain temps et après ça ne marche plus. Le chaos vient foutre son bordel dans cette affaire. C'est-à-dire que les lois physiques ne sont pas capables de déterminer le cours des événements
au-delà d'un certain temps qui va dépendre de la complexité du système concerné. Ça va être des millions d'années pour des planètes, mais ça peut se limiter à quelques secondes pour un système vivant. En tout cas, on a là une façon de considérer l'univers, notre espace-temps, ce qu'on appelle notre espace-temps, d'une manière un petit peu particulière, puisque d'après ce que je viens de vous expliquer, vous avez un espace-temps qui peut évoluer simultanément dans son passé en même temps que dans son futur. Alors là, je sens qu'il y en a qui... L'espace-temps, c'est quelque chose qu'on représente habituellement en le faisant provenir à partir du Big Bang. Vous voyez, à partir du Big Bang, vous avez dû voir ça. Je ne peux pas vous faire un cours de physique élémentaire. Hein. Je vous donne des métaphores qui permettent de comprendre comment les physiciens voient l'espace-temps. Donc ça commence par un cône qui représente le Big Bang, bon, qui n'existe pas entre parenthèses. Hein. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça continue en cylindre. La longueur du cylindre représente le temps. Donc avec l'expansion de l'univers qui fait que le rayon du cylindre, le diamètre du cylindre augmente tout le temps. Et ça se termine, on ne sait pas trop comment, là il y a différentes théories, mais considérez ce cylindre. Ce qu'on sait aujourd'hui, grâce à ce qu'on appelle la gravité quantique, mais je ne vais pas vous parler de ça, grâce au fait que le vide n'est pas vide, etc., c'est que ce cylindre, cet espace-temps, il vibre. Il vibre. C'est-à-dire qu'il vibre, et donc si on veut bien considérer la totalité des vibrations possibles de cet espace-temps, vous l'imaginez en train de vibrer à la fois dans son futur et dans son passé. Là, on sort des équations de la physique connues, et vous commencez à voir bouger notre espace-temps, bouger notre réalité. Les physiciens ont compris ça, mais ça les a amenés à introduire la théorie du multivers et de trouver des multivers partout, à toutes les échelles. C'est quoi un multivers? Un multivers, c'est une myriade d'univers possibles. Je vous ai dit que les lois physiques ne déterminent pas le cours des événements pendant un certain temps. Après un certain temps, c'est justement là qu'apparaît un multivers, c'est-à-dire que vous n'avez pas une vie qui est parfaitement déterminée dans le futur, même si elle existe déjà, elle est capable de changer en permanence parce que nous vivons dans un multivers. Alors, entre parenthèses, les physiciens mainstream n'interprètent pas le multivers de la manière dont je l'interprète. Ils considèrent que tous ces univers sont séparés les uns des autres, au-delà de l'horizon cosmologique, parce qu'ils veulent absolument conserver le dogme du déterminisme. Mais si on rétablit l'ordre des choses, on est obligé de travailler avec l'idée que notre futur existe bel et bien et qu'il évolue en permanence dans un multivers des possibilités. Et la meilleure façon de vous imaginer ce multivers des possibilités à l'intérieur duquel se trouve votre futur changeant, c'est de prendre la métaphore du GPS. On ne peut pas mieux expliquer la physique d'aujourd'hui d'après moi, parce que là, effectivement, il y a mon interprétation qui s'est surajoutée. On ne peut pas mieux expliquer la physique aujourd'hui qu'en disant que votre futur, à chacun d'entre vous, peut se comprendre, peut s'appréhender exactement comme la trajectoire d'un GPS qui vous dit quels sont tous les événements que vous allez vivre jusqu'à votre mort. Et la trajectoire de votre GPS, du coup, ce qui vous intéresse, c'est que vous pouvez la changer. Vous pouvez la changer parce qu'il y a des bifurcations, et à ces bifurcations, vous pouvez finalement ne pas faire le choix qui est prévu d'avance par l'univers vous concernant. Le fait que je vous ai expliqué que nous ne vivons pas dans une réalité réelle, donc elle n'est pas dure, c'est-à-dire que la matière, là, ça, c'est pas quelque chose qui est une propriété du réel, c'est une propriété de la conscience. Retenez ce que je viens de dire, la matière est une propriété de la conscience, ça veut dire pour ceux qui croient à la vie après la mort, dont je fais partie d'ailleurs, la matière est une propriété de la conscience, donc c'est aussi une propriété de l'au-delà, hein, d'accord ? Bon, c'est une information importante. Hein.
Et donc revenons à ce que je voulais dire. Oui, donc maintenant que je vous ai dit que notre réalité n'existe pas réellement, c'est plus facile à comprendre que effectivement notre futur n'existe pas en dur. Si on pense que notre futur, dont je vous dis qu'il existe déjà, il existe en dur, on ne peut pas se le représenter. Mais si on considère que c'est un univers d'information qui est là pour finalement fournir et d'une le territoire de tous nos possibles et de deux la trajectoire que nous allons suivre et de trois avec la possibilité que nous puissions la changer, là ça commence à devenir acceptable puisque c'est un peu comme si on était dans un jeu vidéo, mais je vous ai dit que ce n'était pas une simulation, c'est un jeu de la conscience. Donc ce n'est pas un jeu vidéo, mais c'est quand même un peu comme si on était dans un jeu vidéo, et là on a le droit de faire tous les calculs qui vont faire de votre conscience un système de navigation. Là vous commencez à comprendre la notion de système de navigation. Parce que pour déterminer la trajectoire du GPS, vous avez besoin d'un système de navigation. Le GPS est un système de navigation et il y a deux choses à régler. Et en plus, ça correspond exactement à mes travaux de physicien j'ai fait beaucoup de calculs de billard dans ma vie et j'ai vu que les calculs de billard donnent comme conclusion le fait que la trajectoire d'une boule dans un billard, du fait que l'espace n'est pas de l'espace, qu'il est limité en information, etc., se comporte comme la trajectoire d'un GPS, c'est-à-dire que de temps en temps, la trajectoire de la boule peut changer. Parce qu'il n'existe pas de précision infinie au niveau de la matière et que... Alors, il y a une autre façon de le voir, mais là, attention, qu'est-ce que j'explique à présent? Donc, est-ce qu'on va sur le système de navigation ou... Allez, une parenthèse, parce que c'est quand même vraiment... Moi, j'ai bossé pendant des années, entre 4 et 8 ans là-dessus, pour en arriver à cette conclusion. Donc j'ai quand même à cœur de vous la donner, ce qui fait que je suis dans une grande certitude, dans une grande confiance, dans une grande assurance. Autant même les phénomènes inexpliqués dont je vous parlais tout à l'heure, il y en a peut-être un seul, mais dans lequel je suis certain. Mais bon, là je suis en train de vous parler de choses très sérieuse en physique. Donc, ce que j'ai compris, c'est que puisque les lois physiques ne permettent pas de déterminer la trajectoire d'une boule de billard au-delà d'un certain temps, qu'est-ce qui détermine cette trajectoire? J'ai compris que c'était des vibrations de l'espace. J'ai compris que c'était des vibrations de l'espace et en particulier hors du temps, parce que des vibrations dans le temps, comme ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles, ça ne le ferait pas. Il faut que ce soit des vibrations hors du temps, c'est-à-dire des vibrations de tout l'espace-temps, à la fois simultanément dans son futur comme dans son passé. Entre parenthèses, ça s'appelle les ondes de torsion ou les ondes scalaires, mais je ne vais pas développer ça. Les physiciens rejettent ces ondes-là parce qu'ils n'ont pas le temps supplémentaire qui permet de décrire ces vibrations en question. Donc pour l'instant, ne sont acceptées que les vibrations gravitationnelles qui sont aussi des vibrations de l'espace. Mais bon, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des vibrations de la conscience qui déterminent la trajectoire de votre GPS. Vous allez vous souvenir de ça. Ce sont des vibrations de votre conscience. Bon, et là, je extrapole. Nous avons tous une structure vibratoire différente, évidemment. Lorsqu'on vibre, on ne va pas adresser la ligne temporelle de quelqu'un d'autre que nous-mêmes. On va adresser sa ligne. Et la seule preuve qu'on en ait, c'est le fait qu'on ne pourrait pas comprendre le phénomène de synchronicité si nos intentions n'étaient pas capables d'exciter ce vide-là qui est en vibration. Quand je parle de vibration de l'espace, je parle de vibration du vide, je parle de l'espace vide. On sait en physique que l'espace n'est pas vide. On sait que le vide, n'est pas vide. On sait qu'il est bourré d'informations. On sait qu'il est composé de fluctuations. Ces fluctuations, on peut aussi les voir comme des vibrations. Donc je vous ai dit simplement, et ça c'est ce que j'explique dans la physique du futur lumineux, que
Les vibrations du vide hors du temps permettent de comprendre l'action de la conscience sur votre réalité. Ça permet, et maintenant j'enchaîne sur ce que je disais au début de ma conférence, ça permet de comprendre, en tout cas d'avoir un début de compréhension, puisque bien sûr il ne s'agit pas d'une compréhension totale, hein, sur les 6 phénomènes en question. Parce que ces vibrations permettent de relier tous les points de l'espace et du temps. C'est-à-dire que, par exemple, les perceptions extrasensorielles, la vision à distance, on est sur une conscience vibratoire qui arrive à vibrer une information qui va syntoniser, qui va entrer en résonance avec l'information qui va correspondre à l'objet perçu à distance, y compris pour ce qui est de la mise en relation entre votre structure vibratoire du présent et une structure vibratoire dans le futur qui correspondrait à la vibration de votre vécu dans le futur. Si vous arrivez à vibrer dans le présent le vécu tel que vous allez le vivre dans le futur, vous allez l'adresser. Vous allez donc l'énergétiser et c'est là que vous allez arriver. Bien sûr, ça ne marche pas comme ça par l'opération du Saint-Esprit, c'est plus compliqué parce que déjà, il faut savoir quel est le bon futur qui est possible pour nous. Donc ça implique un lien avec notre soi, qui est une information que je ne vais pas développer ici, mais sauf à dire qu'on est sur la notion de capter qui on est fondamentalement. C'est-à-dire que nous sommes des êtres incarnés dans une réalité. Il y a un fonctionnement cybernétique qui fonctionne de la manière suivante, c'est-à-dire pour savoir comprendre le sens de sa vie, il faut parvenir à se déconditionner par différents moyens, la méditation, la randonnée, etc. Et puis à un moment donné, vous avez un éclair de joie, par exemple, et qui vous permet de capter ce que vous allez faire parce que vous sentez que vous êtes fait pour faire telle chose. Ça veut dire capter la vibration de son soi, et pour peu que vous la conserviez, ça s'appelle la foi. Si vous conservez en vous-même cette vibration, validée par la sensation de joie, c'est la foi. Et vous maintenez cette vibration de foi. Et ça permet à un nouveau futur qui correspond à cela de se réaliser par le biais des synchronicités. Donc là, vous voyez qu'on arrive à comprendre les synchronicités. On arrive à comprendre aussi dans la foulée la vision du futur. On arrive à comprendre la télépathie. Et on arrive à comprendre aussi dans la foulée les expériences de voyage hors du corps. Parce que là, et vous comprenez bien que tant qu'on est prisonnier de notre cerveau, on ne va pas voyager et ce qu'on va vibrer va simplement adresser un objet, un événement lointain dans le temps ou dans l'espace et ça va permettre de ramener de l'information. Mais si vous n'êtes plus prisonnier de votre corps, c'est votre conscience qui voyage là-bas. C'est-à-dire que c'est ce que vous vibrez lorsque vous êtes en dehors de votre corps qui vous emmène là où cette vibration est réellement vécue. Vous commencez à comprendre ce que je veux dire par système de navigation. Système de navigation, ça veut dire que nous sommes déjà en train de naviguer dans une réalité apparente faite apparemment d'espace, de temps et de matière, qui en réalité est une navigation vers notre futur que nous sommes capables maintenant d'appréhender par le biais de notre conscience vibratoire. Et là, je ne vais pas développer le fait que nous avons une conscience analytique Dr Charbonnier appelle intracérébrale et une conscience intuitive extraneuronale qui est d'ordre vibratoire. Il est normal qu'il y ait 2 types de conscience parce que l'espace a une double nature d'espace et de temps. L'espace-temps, l'espace et le temps. Le temps fait référence, on a besoin d'un temps, que ce soit l'illusoire ou pas, pour faire vibrer les choses. Et on a besoin d'un espace pour classifier les choses. Classifier les choses, c'est le mental. Vibrer les choses, c'est l'émotionnel. On va en parler, Lucie va en parler tout à l'heure. Moi, là, je pense que je vais terminer avec juste un petit truc peut-être que j'ai oublié, puisque je vous ai dit au tout début de ma conférence que les ovnis étaient le phénomène
aujourd'hui le plus officiellement reconnu par les autorités, avec la demande de la part du Pentagone que les scientifiques doivent absolument étudier ce phénomène-là pour faire avancer la compréhension de cette chose-là. C'est un ordre. C'est un ordre. D'accord ? Eh bien, les ovnis utilisent le système de navigation de la conscience. Il reste juste à comprendre comment est-ce qu'ils font pour se désolidariser de l'espace et du temps au point d'être capables de ces performances absolument extraordinaires qui consistent à faire des virages à angle droit, aller à des vitesses époustouflantes, à donner l'heure de se dématérialiser, à passer de l'air à l'océan sans splash, etc., etc. Il y a tout un tas de choses qui défient les lois de la physique connues à ce jour. Mais en réalité, si on comprend la mécanique quantique au sein de cette théorie de l'espace-temps déjà réalisée et flexible, et si on a bien compris le phénomène de décohérence, on comprend très bien la technologie qu'utilisent les ovnis pour nous rendre visite. Il s'agit bien de visiteurs, hein, d'accord ? Et on comprend que ces engins fabriquent une bulle, ce que j'appelle une bulle macro-quantique. Et une fois que vous avez fabriqué une bulle macro-quantique, vous n'êtes plus dans l'espace-temps. Et c'est comme la conscience qui est désolidarisée du cerveau. À ce moment-là, c'est la conscience du pilote. Bien entendu, elle est interfacée aux parois de l'engin qui deviennent en quelque sorte, qui parce qu'elles sont quantiques, deviennent encore en quelque sorte une extension quantique organique du pilote. Voilà, ça c'est quelque chose, si ça vous intéresse, que je vais développer le 4 novembre à la Sorbonne, dans le cadre d'une conférence sur le sujet qui est devenu très sérieux aux États-Unis et maintenant qui devient très sérieux en France. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là et je vous remercie. Lucie, c'est les petites vidéos qu'on fait ensemble depuis qu'on s'est rencontrés. Mais ceux qui ne me connaissent pas, je suis une professeure retraitée en psychologie. J'ai enseigné 25 ans à l'université. J'ai enseigné au doctorat de psychologie positive. Et puis, j'ai travaillé aussi comme psychologue 25 ans. Et je suis auteure aussi, j'ai 5 livres. Alors, je veux commencer par ce par quoi tu as commencé. Tu as commencé à parler des phénomènes qui sont difficilement explicables par la physique traditionnelle. Et puis après, je vais vous expliquer qu'est-ce qui fait qu'on s'est retrouvés, Philippe et moi, et on a commencé à intervenir. Alors, quand je t'entendais parler de ça, puis je vois souvent la réaction des gens, j'observe, et vous avez des réactions différentes, mais certains d'entre vous, vous dites, Philippe dit quelque chose que j'ai ressenti depuis que je suis toute jeune. Et la réponse que je pourrais donner, d'un point de vue psychologique, c'est de dire que, bien qu'il n'y ait pas de matrice, il y a certainement un programme très simple à observer. Et ceux qui se sentent rejoints par les propos de Philippe et les miens aussi, ce sont les gens qui sont restés en marge pour une raison ou pour une autre et qui n'ont pas embarqué autant que d'autres dans le programme. Et quand je vous dis qu'il est très simple à observer le programme, je lui demandais comment on appelle le poster qu'il y a à l'entrée. Vous regarderez en sortant le poster à l'entrée. Il contient le programme dans lequel on est en ce moment. Vous allez voir des images qui parlent du changement climatique, une belle phrase sur le changement climatique. Vous allez voir 2 hommes qui s'embrassent. Vous allez voir les tours jumelles avec un avion qui rentre dedans et vous allez voir les aliens.
Alors, ce programme, il existe, il est facile à expliquer en psychologie, on est soumis à ce programme et puis tant mieux si vous n'êtes pas embarqué complètement les deux pieds dedans et que vous réussissez encore à réfléchir, à raisonner. Et cette crise, elle nous a forcés à sortir du programme, plusieurs d'entre nous. Alors, on s'est rencontrés comme ça. Je suis une lanceur d'alerte qu'on dit, je voulais pas être ça du tout. Mais il y a très peu de scientifiques qui s'expriment au Québec. En fait, il y en a deux. Il y a moi, puis il y a un Patrick Provost qui s'est fait suspendre de son université et qui, par la force des choses, s'exprime sur la vaccination. Alors, j'ai commencé à faire des vidéos et quelqu'un m'a écrit en disant, tu devrais aller interviewer Philippe, que je connaissais pas du tout, parce que vous avez la même vision très optimiste de la crise. Et l'optimisme, c'est un sujet que j'ai étudié dans la psychologie du bonheur. Alors, j'ai mon dernier livre que certains l'ont acheté, il en restait que 2 ou 3 exemplaires. Le Fou parle de la physique quantique et des expériences de mort imminente, même si j'écris que sur le bonheur, sur la maladie, le bonheur, etc. À la fin de ma carrière, j'ai envie de me gâter et j'ai voulu répondre à une question que des étudiants me posaient quand je faisais des démonstrations en classe pour leur enseigner à intervenir comme psychologue. Il se passait quelque chose entre moi et le client, entre nous dans la classe, et la question qui m'était posée, c'était « Qu'est-ce que c'est, Lucie? » Parce que chez nous au Québec, on se tutoie entre professeurs et étudiants. « Qu'est-ce que c'est, Lucie? » Et la seule réponse que je pouvais donner, c'est l'amour. C'est parce que j'aime ce client. Mais je ne me suis pas contentée de cette réponse-là, et surtout en psycho, il ne faut pas parler d'amour. Et c'est la physique quantique et les expériences de mort imminente qui m'ont apporté des réponses. Parce que vous savez, les EMI, les gens vont raconter qu'ils expérimentent un amour qui est plus grand que celui qu'on peut éprouver sur Terre. Et en physique quantique, on parlait de Dieu, on parlait de cet espace-temps qui n'est pas le même que sur Terre. Alors, je me suis mise à m'intéresser à ça et j'ai eu l'impression d'écrire Le Fou pour la période qu'on vit en ce moment avec cette autre vision de la réalité. Alors, Philippe et moi, on est des rebelles dans nos disciplines. Philippe et d'autres scientifiques, ils essaient de sortir de la prison du matérialisme, la physique. Et vous êtes peut-être pas au courant, mais en psycho, on était soumis au matérialisme aussi. Alors, je vais vous partager, un peu comme Philippe le fait parfois, 6 erreurs de la psychologie matérialiste qui vont peut-être vous surprendre parce que, comme je vous dis, le programme, il est bien installé et il vous a peut-être aussi embarqué dans ces idées qui sont transmises dans la psychologie traditionnelle, qui sont fausses, à mon avis. Et la première, c'était de dire qu'on est des machines biologiques et que les émotions dont on parle ici, ou les sentiments, ce ne sont que des réactions neurobiologiques, ça se trouve dans votre cerveau. Alors que quand on arrive à parler de l'amour, du bonheur, de la gratitude, c'est impossible de rentrer ça uniquement dans des réactions biologiques. L'autre erreur qu'on a fait, c'est de cloisonner les parties, le corps, le cerveau, et le cœur, on va dire. Alors que l'être humain, il est indivisible. La vision holistique, on l'a perdu de vue quand le matérialisme est arrivé. Alors, très important de revenir. Et d'ailleurs, la conscience, vous allez voir, j'ai une définition qui est complète, celle de Philippe. Pour moi, la conscience ne doit pas nier le corps quand on en parle, parce qu'on réfère beaucoup au mental et au cœur. Mais parfois, on oublie de parler que certaines expériences, puis je ne parle pas des EMI, mais il y a des expériences qui émanent du corps. Alors ça, c'est une erreur. Ensuite, on a considéré la personnalité de manière statique. Je ne sais pas si vous aimez répondre aux tests qu'il y a dans la revue Psychologie. Vous savez, on vous catégorise, vous êtes comme si... Les humains, on aime ça parfois, avoir des étiquettes, pas moi tellement. Mais on a considéré donc les personnalités comme statiques, alors qu'il est complètement faux. Quand on travaille en psycho, je vous donne un exemple. On arrive à mon bureau, puis on me dit, moi, je suis dépendante, aide-moi à devenir indépendante. La dépendance, ça ne vous appartient pas. Ça appartient à une relation. Des gens qui sont dépendants vont rentrer en relation avec une autre personne. Les relations de couple se polarisent et là, on peut devenir indépendant ou dépendant, peu importe comme on était avant de rencontrer cette personne. La prochaine erreur, vous y avez cru parce que moi, je n'arrête pas d'être surprise ici en France de voir cette idée-là continuer. Une idée qui est partie avec Freud
et qui vous a rentré dans la tête que votre passé est le principal déterminant de votre présent. Vous avez l'évidence tout le temps que c'est faux, mais on continue d'y croire. Et il se passe la même chose sur cette notion-là que sur la fiche qu'il y a à l'extérieur. Là, on vous a rentré à l'aide de repères auditifs et visuels que votre passé était déterminant, que vous étiez les victimes de parents dysfonctionnels, que vous étiez un pervers narcissique quand vous étiez enfant. C'est faux, vous êtes dans une famille de 4, vous avez vécu le même passé, vous n'avez pas le même présent. À ce compte-là, les enfants qui ont vécu dans des camps de concentration seraient tous des malades mentaux. C'est faux. Et maintenant, la question qu'on peut se poser avec l'éclairage de Philippe, et j'y crois, c'est est-ce que le futur n'est pas plus déterminant de votre présent que votre passé? Ça aurait bien du sens. 5e erreur, mais merci. Merci à vous aussi. Avec l'approche comportementale, vous savez, Pavlov et le chien qui salive, on est arrivé à décrire l'être humain en ayant des symptômes qui seraient traités avec souvent des pilules. Et avec ça, il y avait, ça a commencé dans les années 50-60, c'était le balbutiement de la standardisation des personnes humaines. Alors, plutôt que de vous encourager à être le meilleur de vous-même, on vous encourage à être le meilleur d'un standard qu'on a fixé. Et c'est pour moi le balbutiement du transhumanisme avec cette approche comportementale. Puis je termine avec celle qui m'a inspirée, je dirais, c'est que la psycho, comme la médecine, a été orientée vers la maladie. Et c'est à l'époque de Maslow qui disait, c'est quand même étonnant que pour aider les gens à être heureux, on ne s'est jamais intéressé au bonheur. Vous savez que je suis contestée dans mon département. Alors, mes collègues disent aux étudiants, allez pas écouter Lucie, elle parle de bonheur. Mais c'est étonnant parce que quand on veut aider les gens à être heureux, il faut d'abord savoir comment est-ce que c'est être heureux. Quand on veut savoir comment les gens vont bien, il faut que ça nous intéresse. Alors Maslow disait, si vous êtes un athlète et que vous voulez apprendre à bien courir, ce serait absurde de s'intéresser qu'aux gens qui savent pas courir ou qui ratent leur course. Et c'est ça qui s'est passé avec la psycho. On s'intéressait à l'anxiété, la nervosité, les troubles de personnalité, tout ça. Et on n'a pas été subventionné pour nos recherches qui portaient sur, je vais vous dire, il y a des thèmes, j'aurais pas le temps de... C'est sûr, moi, j'ai enseigné ça longtemps, mais je pourrais, comme Philippe, vous en parler longtemps ce soir. Mais on s'intéressait à la gentillesse. Vous savez que c'est pas subventionné, hein? Faut le faire à nos frais, ça. Mais la gentillesse, c'est l'outil le plus puissant si vous voulez obtenir quelque chose. Je vous jure. Je vous jure. La gratitude, on va parler des émotions qui influencent dans les synchronicités. Moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'est comment votre expérience, votre conscience, j'aime bien le terme expérience parce que pour moi, la définition de conscience, c'est une présence à un état d'être vécu dans une expérience. Une expérience, c'est une immersion dans une réalité quelconque. Ça peut être une réalité immatérielle. Alors, cette conscience, cette expérience, elle influence votre réalité, je vous le jure. C'est comme ça que ça fonctionne. Et parmi les sentiments on a fait des liens entre une expérience heureuse, par exemple, et une vie heureuse, c'est la gratitude et la joie ou le bonheur, dans le fond, qui influencent le plus. Et tout ça mis ensemble, ça fait l'émerveillement. Si vous êtes dans un état d'émerveillement, vous avez plus de chances de vivre une vie épanouissante. Alors voilà, je voulais, c'est comme Philippe, on aurait tellement de choses à dire, alors je vais résumer des concepts en psycho qui expliquent bien. Alors, je ne sais pas si vous avez compris tout ce que Philippe vous a dit. Oui, non. Mais il y a des concepts en psychologie qui sont plus accessibles, qui sont connus depuis les années 50 et qui rejoignent tout à fait ce que Philippe dit. Bon, en tout cas, dans une certaine mesure. La première, je vous la partage, j'en ai 5 à vous partager. L'expérience subjective. L'expérience subjective qu'on a tellement remis en question, à la fois en psycho, en physique. Les témoignages de ces personnes qui vivent des EMI, qui ont des états de conscience modifiés. Ces expériences, quand elles s'accumulent, deviennent des preuves que ça existe. Alors, c'est ce qu'on appelle l'expérience subjective. En psychologie, à partir des années 50, dans l'approche humaniste, on a considéré ces expériences comme étant plus déterminantes que la réalité elle-même. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec les gens.
C'est-à-dire que, par exemple, votre passé, on ne travaille qu'avec le souvenir que vous avez du passé. Vous allez oublier un paquet de choses. Et d'ailleurs, dans le choix de vos souvenirs, on peut expliquer pourquoi vous êtes malheureux, pourquoi vous êtes heureux. Et il y a une thérapie qui s'appelle la thérapie narrative, où on revient dans votre passé, on change votre passé parce que ce n'est qu'une question de perception. Et ce changement de perception de votre passé change votre estime de vous-même et votre présent. Donc, l'expérience subjective est très importante. Ensuite, on a la notion de filtre perceptuel qui va avec la notion de perception. C'est-à-dire que de façon très simple, on dirait que dans votre cerveau, mais c'est imagé, là, vous avez un filtre un peu comme, vous savez, ces jeux de géométrie qu'on donne aux enfants qui essaient de rentrer des cercles dans des carrés. Bien, on a un filtre qui est construit à partir de nos connaissances de la tout jeune enfance. On a construit ce filtre-là et c'est ce qui permet d'expliquer la dissonance cognitive en fonction de vos connaissances, de votre programme, de l'avion là, qui va dans les tours jumelles et tout ça. Bien, ce programme-là va déterminer quelles informations vont entrer, quelles informations ne vont pas rentrer, lesquelles vous allez modifier et comment vous allez réussir à modifier votre filtre éventuellement. C'est très important. La notion d'attention, c'est une troisième. Quand on dit qu'il y a un multivers, c'est une tonne d'informations qui concerne tout. Et dans cette tonne d'informations, en psycho, on prétend que là où vous portez votre attention, vous allez exagérer. Il va y avoir un mécanisme de grossissement de cette information et les informations sur lesquelles vous n'avez pas porté attention vont disparaître même. Alors, ça explique un peu vos souvenirs, vos projections aussi de l'avenir. Parce que quand je dis subjective, expérience subjective, par rapport à votre futur, on ne travaille que sur votre projection et on peut influencer notre projection à partir de la gratitude. Alors ça, c'est quelque chose, bon, je la passe comme ça. Si vous avez une image de votre futur et que vous êtes rempli de gratitude et de bonheur, et il y a un grand nombre d'approches philosophiques qui ont démontré que ce futur a plus de chances d'arriver. Filtre perceptuel, attention, sélection de l'information. On ne fait pas que porter attention, on sélectionne l'information. Et effet d'anticipation, c'est le cinquième concept. Je vous donne un exemple qui est toujours plus facile à comprendre. C'est si, par exemple, madame, je ne vous connais pas, mais la personne qui est à côté de vous, imaginez que je la connais. Et avant de vous rencontrer, elle me dit, tu vas voir comment elle est gentille, cette personne-là. Quand j'arrive devant vous, devant la tonne d'informations que je reçois, autant la manière dont vous êtes habillé, comment vous êtes assis, ce que vous allez me dire, je vais sélectionner l'information qui correspond à mon expérience, mon filtre perceptuel qui est « Mon Dieu, qu'elle est gentille ». Je vais faire ça inconsciemment. Ensuite, je vais me comporter en cohérence avec mon expérience. Je vais aller vers vous, je vais vous parler, je vais sourire. Et je vais faire ça inconsciemment, mais ça va être perçu par vous inconsciemment et vous allez me renvoyer une réponse qui confirme ce que je pense. Mais si cette autre dame avait dit, tu vas voir comment, on dit chez nous, c'est une méchante malcommode, elle n'a pas d'allure, bien évidemment que je vais sélectionner en fonction de ce que je pense. Là, je vais me comporter de façon à montrer ma méfiance, je ne la regarderai pas. Puis elle va percevoir ça, évidemment, puis elle va me renvoyer une réponse. Si bien que quand les gens arrivent dans nos bureaux et nous disent « cette situation est abominable, cette personne est abominable », bien on comprend bien que c'est d'elle qu'elle parle en partie, pas tout, mais il y a des choses qui lui appartiennent et là-dessus, on a du pouvoir. On peut travailler ça. Vous me suivez? C'est pas aussi compliqué que Philippe? Ça va? Je me suis beaucoup intéressée depuis 3 ans, moi qui n'étais pas du tout complotiste. J'ai une endoctrinée, une programmée, prof à l'université, vous savez, c'est un peu comme ça. Mais je me suis beaucoup intéressée au programme et j'ai réalisé qu'on vit notre mental, on est comme des girouettes dans le fond. Notre mental est absorbé du matin au soir par des choses qui concernent le programme et qui n'ont rien à voir avec la réalité. C'est-à-dire que quand vous allez mourir, vous allez réaliser après coup que vous avez été préoccupé par des choses qui sont absolument pas importantes quand on quitte ce monde terrestre. Alors ça m'a beaucoup intéressée. J'étais choquée de savoir que moi aussi, c'était comme ça. Je faisais ça.
Alors, c'est important de le réaliser. Et puis, la grande question que je me suis posée, ben, si c'est pas le programme, c'est quoi la réalité? Et en faisant ça, et comme moi j'habite, même si on est conjoint, j'ai une maison en Suède entourée de nature, je me suis beaucoup mise à observer la nature. Et la nature m'apprend sur la réalité. Mon contact avec la nature m'apprend parce que je suis une personne, je suis un élément de la nature. J'ai beaucoup observé le parallélisme entre nous et la nature. Vous savez, les branches, les racines, nos poumons, nos veines, les rivières, les veines des feuilles, les cycles, l'alternance, le rythme. Je regardais la mer, parce qu'on a aussi la plage, la mer en Suède, le rythme des vagues, ma respiration. Tout ça me dit que, je suis un être de nature, c'est la réalité, c'est ma réalité. Et s'il existe un dessin intelligent, je ne sais pas si ça vous dit de quoi, un dessin, c'est pas fais-moi un dessin, mais le dessin intelligent, c'est l'intelligence de la nature de la vie, c'est-à-dire qu'il y a une auto-organisation qui n'est pas comme la mécanique, qui mène pas à l'entropie, qui mène au retour à l'ordre, et c'est continuel. Et dans cette crise, pourquoi j'avais une vision si optimiste? Bien, pour deux raisons, je vais vous dire, mais celle en lien avec ce que je vous raconte, c'est que nécessairement, si on a cette intelligence de la vie, les événements de notre vie, les événements de l'humanité sont sans doute aussi influencés par ce dessin intelligent. Puis l'autre raison, c'est que moi, qui n'étais pas du tout, là, à 5 ans, je ne me suis pas réveillée un jour en me disant, je ne fais pas partie de ce monde-là. C'est pas moi, ça. C'était une fille programmée. Mais quand cette crise a commencé, il y a eu une voix intérieure qui me dit, attends, ça, c'est trop étrange, là, ça ne va pas. Et 3 choses que ça me disait. Cette petite voix-là me disait, 1, c'est trop étrange. 2, ça va prendre une révolution. C'est trop complexe, là. Et j'ai vu ça dès les premières semaines. Et l'autre, c'est, il va avoir une issue positive, je suis certaine. Ça m'a jamais lâché, ça. Et à chaque fois, c'est tout le temps, ça revient tout le temps comme une conviction. Et j'ai travaillé, donc, même retraitée, j'ai travaillé pendant 3 ans à essayer d'éclairer les gens à partir de mes réflexions de ce qui se passait. Alors, c'est en psychologie. Dans la psychologie du bonheur, on dit qu'il y a des attitudes. Je vous parlais de gentillesse. Qu'est-ce qui influence notre existence? Il y a ces gratitude, bonheur, gentillesse, la joie, évidemment. L'humilité. J'ai compris que notre principal ennemi, c'est l'ego. L'ego agit comme... L'ego, c'est, la définition qu'on peut en donner, c'est une représentation de soi qui agit comme un bouclier pour protéger nos fragilités. Mais le bouclier, il nous isole et c'est l'isolement qui fait peur. Et c'est pour ça qu'on a peur, on est caché derrière nos égos. L'humilité fait qu'on lâche prise. On est dans le lâcher prise, la sérénité revient. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps, je vous raconte une petite anecdote de Gandhi qui m'a marqué, que j'ai raconté dans un de mes livres. Gandhi, un jour, une femme a fait 2 jours de marche à pied avec son fils, arrive devant Gandhi et demande à Gandhi, Gandhi, dites à mon fils d'arrêter de prendre du sucre. C'est pas bon pour sa santé. Puis Gandhi regarde la femme et lui dit, tu vas revenir dans 2 semaines. Puis là, elle est déçue, c'est sûr, mais elle fait la route, 2 jours de temps. 2 semaines après, elle revient, 2 jours de route. Elle fait la ligne parce qu'on attend pour voir Gandhi. Et lorsqu'elle arrive devant Gandhi, elle lui fait la même demande. Et là, cette fois-ci, Gandhi regarde son fils et lui dit, tu vas arrêter de prendre du sucre, c'est pas bon pour toi. Puis la femme est un peu surprise, puis elle lui demande, mais pourquoi, voilà 2 semaines, on dit ça chez nous, voilà 2 semaines, pourquoi Gandhi, vous ne lui avez pas dit ça? Alors il répond, ben voilà 2 semaines, je prenais du sucre. Pourquoi je vous dis ça? C'est que j'ai beaucoup appris à enseigner pendant 25 ans, à travailler avec les gens. Et dans ces 3 dernières années, j'ai appris que c'est l'intégrité, l'humilité, qui apprend beaucoup plus de choses à l'autre que mes belles paroles, que ce que je peux leur dire de faire, par exemple. Alors, c'est en étant un modèle, je crois, qu'on peut le mieux influencer les gens. Et je me suis beaucoup intéressée au tact relationnel parce que je ne sais pas si vous avez vécu des conflits dans les dernières années à essayer de partager des informations. Et une des questions qu'on m'a posées au Québec, bien, Lucie, explique-nous pourquoi ça fait ça?
eh bien, on apprend que quand on partage de l'information, moi je dis on push the button d'émotivité, les émotions. C'est ça qu'on veut parler. Les émotions, ces émotions que vous créez chez l'autre sont à l'inverse de ce que vous voulez. Ils ferment la porte, vous créez la peur, vous créez la colère, la déception, et on a à apprendre à retourner vers l'autre, savoir créer l'ouverture plutôt que la fermeture. Alors ça, c'est des sujets qui m'ont beaucoup intéressé. Si vous avez des questions là-dessus, je pourrais vous raconter ça. Voilà. Je termine donc sur ce dessin intelligent parce que je me suis posé la question, étant dans ce programme, a-t-on perdu notre âme? A-t-on perdu notre instinct, notre intuition? Et puis moi, je voyais circuler les messages autour de la vaccination. Et puis les gens disaient, les gens qui ont été vaccinés ont perdu leur âme. Je disais, moi, j'ai jamais rencontré ça. J'ai rencontré bien des gens, parce que quand je parle, je m'adresse aussi aux gens qui sont vaccinés. Jamais rencontré de personnes ici sur Terre sans âme. Et je crois qu'on ne l'a pas perdu. Et on a des preuves tous les jours d'avoir encore cet instinct. Pour moi, l'instinct, l'intuition, c'est la manifestation de notre âme. C'est ce contact direct qu'on a. Et je vous donne un exemple parce que je me suis posé la question, pourquoi, alors que je suis supposée être retraitée, que je ne prends pas un break, que je ne prends pas un repos comme j'avais prévu de le faire. Et je me suis retrouvée, comme bien d'autres de mes collègues, à faire du bénévolat, à offrir du temps aux gens pour les aider. Et je me suis dit, tiens, en regardant les arbres et le soleil qui donnent, parce que c'est ce qu'ils font, leur fonction, c'est donne. Le soleil donne, les arbres donnent. Je me suis demandé si notre besoin de se sentir utile, ça ne vient pas de notre instinct et donc de notre âme. Alors, je pense qu'on peut observer ça tous les jours, dans nos petites réactions physiologiques aussi, cet instinct, et puis dans nos grandes actions, petites actions aussi. Voilà ce que je voulais vous partager. Bravo. Je vais juste réagir un petit moment par rapport à ce que vient de dire Lucie, que je partage complètement. Et après, on passera à vos questions. Donc, Lucie parlait des émotions, des perceptions, etc., qui jouent un rôle dans la manifestation finalement du réel, donc de notre vie. C'est un rôle créatif. Ces émotions, ces perceptions, ce sont des vibrations. Il y a plusieurs niveaux de la conscience. Il y a essentiellement 3 niveaux. Le niveau physique, donc où les émotions, où les vibrations correspondent aux sensations, donc aux sensations physiques, toutes sortes de sensations. Le niveau psychique, où là, les vibrations correspondent aux sentiments et à plus proprement parler aux émotions. Donc là, c'est le cœur. Et le niveau, on va dire, spirituel, où là, les vibrations correspondent aux intuitions. Et je précise que les intuitions sont au départ des vibrations qui, une fois décodées par le mental, deviennent des informations à destination du mental. Ça, c'est première chose. Et donc, vous voyez à quel point, finalement, tout ce qui intervient dans la manifestation de notre réalité, dans la réalité que nous créons pour nous-mêmes, c'est d'ordre vibratoire, y compris donc ce que Lucie disait. Tu parlais de l'intégrité, mais tu parlais de l'humilité, du remerciement, non, de la gratitude. Prenons l'exemple de la gratitude. C'est vraiment le meilleur exemple. La gratitude, donc c'est quelque chose qu'on ressent. Et c'est quelque chose qui est exactement, justement, la manière dont on va ressentir une vie que l'on a réussi. C'est-à-dire que si on a réussi sa vie, on va avoir naturellement tendance à remercier. Et il n'y a rien de plus logique que d'invoquer exactement cet état, ce ressenti, pour arriver à adresser correctement cette vie-là. Alors bien entendu, lorsqu'on parle je voudrais juste rajouter 2 choses, lorsqu'on parle d'adresser
Je fais référence à un concept un peu cybernétique, d'adresser une vie future. Ce qu'on va réellement adresser, c'est dans cette myriade de possibilités du multivers, c'est la vie dans laquelle on aura maximisé nos ressentis, c'est-à-dire les ressentis qu'on a eus vont se retrouver maximisés dans l'une de ces vies-là. Et ce que je voudrais dire en complément de ce qu'a dit Lucie sur sa manière de voir la création de la réalité, c'est que la psychologie donc positive voit la création de la réalité dans le présent, et donc c'est-à-dire encore dans le cadre de la causalité. Mais si vous comprenez que il n'y a pas de présent autre que toute l'étendue de votre futur, et qu'il n'y a pas de limite entre le présent et le futur, vous comprenez que ce qu'elle dit, ça s'applique à toute l'étendue du multivers de possibilités. C'est-à-dire que dans le présent, par vos attitudes, par vos ressentis, vous êtes déjà en train d'adresser le futur que vous allez vivre selon le mécanisme que Lucie a décrit. Et donc ça veut dire que c'est infiniment plus puissant que ce que l'on peut imaginer. Ce n'est pas simplement le fait que, bon voilà, si on vient d'entendre dire du bien d'une personne, etc., donc effectivement, ça va jouer sur la manière dont on va, dans le présent, aborder cette personne-là. C'est plutôt le ressenti associé à cette manière de se comporter en général qui va se répercuter simultanément maintenant dans toute l'étendue de notre futur. Et notre futur, il n'est que ça, il n'est que le résultat de tout ce que nous avons dans le présent accumulé comme ressenti créatif, c'est-à-dire susceptible de sélectionner la réalité que l'on va vivre. Donc il faut comprendre que c'est vraiment extrêmement puissant. Ouais, ben, c'est ça, on pourrait, vous savez, ceux qui regardent Phil Lucie, on peut se relancer continuellement. Peut-être deux nuances par rapport à ça, c'est la gratitude qui est un grand oui à la vie, à ce multivers. Je ne sais pas si vous voyez, quand on est plein de gratitude, on dit oui, on laisse rentrer quelque chose qui, pour moi, est ce contact qu'on a avec ce qu'on peut appeler le divin, ce qui nous dépasse. L'autre, c'est comme j'ai enseigné la psychologie il y a très longtemps, je sais par contre que ce n'est pas que la joie, que ce n'est pas que des sentiments, par exemple, positifs qui créent notre réalité et qui créent notre réalité heureuse. Parce que quand on aborde ça, on va à la fois encourager les gens et les décourager. Je me souviens très bien de devoir expliquer ça. Par exemple, comment se fait-il que vous arrivez plein de joie et que vous ne créez pas une contagion, par exemple? Parce que les gens qui vous voient peuvent se sentir médiocres à côté de vous. Et sachez qu'il ne faut pas se sentir coupable, par exemple, si vous avez des fluctuations d'émotions. L'émotion, c'est du vivant. Ça n'a aucun rapport. Une émotion, qu'elle soit de la joie, de la tristesse, ça vous rend vivant. Et parfois, il faut aller dans la tristesse pour avoir une ouverture aussi. Alors, je pense qu'il faut faire attention quand on aborde ces thèmes-là, de ne pas commencer à faire des nouveaux programmes. Vous savez, soyez dans la joie et vous allez obtenir ce que vous voulez. C'est vraiment pas ça, c'est une question d'ouverture plutôt, d'ouverture à tout ce qui est votre être et tout ce qui vous dépasse avec c'est mon impression, avec l'impression que si vous êtes né comme vous êtes né, vous êtes différent. On n'est pas pareil. Et c'est probablement parce que vous devez synchroniser à partir de votre fonction ce qui vous interpelle, qui est votre vie merveilleuse. Parce que si vous regardez autour de vous, bon, c'est un des thèmes que je n'ai pas abordé, là, mais la réalité est extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Quand vous regardez la nature, un flocon de neige, nous, on a de la neige au Québec, là. C'est extraordinaire, c'est un chef-d'œuvre. Vous êtes un chef-d'œuvre. Vous naissez avec des poumons qui respirent tout seuls, un cœur. On est des chefs-d'œuvre. Alors pour moi, cette synchronicité, c'est drôle, hein? Se synchroniser à ça, c'est tout simplement réaliser votre fonction. On passe aux questions. Merci. Vous avez dit tout à l'heure que à la fin de notre vie, on arrive et on va se rendre compte qu'on a
consacré beaucoup de choses à des choses qui n'avaient pas vraiment d'importance. Mais juste alors, c'est une question d'ordre personnel. Mais selon vous, quelles seraient les choses d'importance? Oui, je peux répondre à ça. Ben, en fait, je vais vous répondre par une recherche qui a été faite. C'est une infirmière qui travaillait en soins palliatifs auprès de mourants. Ben, c'est subjectif toujours, hein, parce que la réponse, elle est subjective à toi. C'est ça. Mais il y a cinq regrets qu'on a, paraît-il, à la fin de notre vie. Puis c'est peut-être intéressant de le savoir alors qu'il nous reste encore une vingtaine d'années devant nous. Alors, un des regrets, c'est entre autres d'avoir trop travaillé. C'est une chose qui sortait d'assez banale. On n'a pas vu nos enfants grandir. On n'a pas été des compagnons assez présents. Il y avait de ne pas avoir vécu une vie à votre image. Et c'est ça l'idée, de revenir à votre fonction. Pour être honnête, moi, je crois qu'on a un grand ménage à faire dans toutes les sciences. Même si on parle de sciences ici, la science, comme la politique, comme l'éducation, comme la justice, pour moi, on a un grand ménage à faire. Et réussir à faire page blanche, revenir à vous. Qui êtes-vous? En quoi vous êtes bon? Si vous êtes bon à faire quelque chose, c'est peut-être, il y a peut-être une raison à ça. Et votre fonction, c'est peut-être de vivre une vie à votre image plutôt que celle qu'on vous dit de vivre. Ou les gens disaient, par exemple, j'ai pas réalisé la moitié de mes rêves. C'est quand même spécial, ça. Il y avait d'être resté dans mes vieilles pantoufles. Vous savez, de ne pas avoir osé le changement, parce que ça fait peur, le changement. On est face à l'inconnu. Alors, ça ne veut pas dire de changer tout le temps, parce qu'on aime aussi on les aime, nos vieilles pantoufles, malgré tout, là, hein, mais de ne pas avoir osé peut-être faire quelque chose qui est un petit peu plus difficile. Par rapport à ça, si vous avez une question, j'ai aussi une idée, parce que la nature croît lentement. Et ces changements-là, même si c'est-à-dire qu'on peut aller vers ces changements-là, on doit y aller par petits pas. Parce que si vous y allez par grands pas, vous allez être déçu de vous. Alors, des petits pas, ça vous donne l'impression de réussir, puis ça vous donne confiance de continuer. Qu'est-ce qu'il y avait à part ça? Oh! Je ne sais pas si vous allez être surpris par ça, mais un des regrets, c'est de ne pas être resté en contact avec nos vieux amis. Et puis là, c'est en soins palliatifs. Comprenez que ces gens-là n'avaient pas le temps ni la force de rejoindre des gens qu'ils avaient aimés. Un autre regret, c'est de ne pas avoir partagé mes sentiments. Parce que, bon, on vit dans une vie artificielle, on se dit bonjour, comment ça va? Oui, ça va bien, OK. Alors, de dire aux gens que vous les aimez, de nommer ce que vous appréciez chez eux, on dit que ça vous amène à vivre des relations plus authentiques, plus sincères, et ça vous amène à un autre niveau. On parle beaucoup de dimension, de niveau, de fréquence, de vibration. C'est un peu ça. Acceptez-vous de vivre dans une autre fréquence, dans une autre dimension, en disant vraiment ce que vous pensez. Puis moi, je pense que les gens ont besoin de savoir qu'est-ce que vous aimez d'eux. Ils n'ont pas toujours besoin de savoir ce que vous appréciez pas. C'est pas ça l'idée. Il y a eu une grande étape où on a commencé à dire les 4 vérités à tout le monde, mais ça, c'est pas ça. Là. Fait que ça répond un peu à ta question. C'est ce qui sort en recherche. Vous m'entendez? Oui. Je pense une des grandes questions, c'est qu'est-ce que c'est l'homme? Sa nature. Est-ce que l'homme se résume avec son existence apparence ou il y a une autre réalité? Il y a une tradition orientale qui dit que l'humanité c'est comme un oiseau à 2 ailes. L'aile scientifique donne à l'humanité le bien-être matériel. Mais il y a 150 ans, 200 ans, on a pensé qu'avec ça, on atteint le bonheur. Mais on constate maintenant qu'on a oublié une deuxième aile qui est essentielle pour l'oiseau de l'humanité de s'envoler. C'est les valeurs humaines que vous avez mentionnées tout à l'heure, pour avoir le bonheur. L'humilité, la gentillesse, voir son bonheur dans celui des autres. Bon, je vais répondre, tu répondras peut-être aussi. C'est la question de l'existence de l'âme qui est en jeu dans cette affaire. Nous vivons dans une société qui a nié dans ses institutions l'existence de l'âme. Là, évidemment, énormément de gens y croient. Il y a beaucoup de religions, mais la science et toutes les institutions ne tiennent absolument pas compte de l'existence de l'âme parce que nous vivons depuis 3 siècles dans un paradigme complètement matérialiste
qui est issu des dogmes de la science qu'il a été nécessaire de poser pour faire fonctionner les équations. Et on se rend compte seulement maintenant que ce cadre est totalement incomplet et même qu'il est faux. Et donc, moi, tout le travail que je fais depuis 14 ans maintenant, ça consiste à revaloriser l'âme, c'est-à-dire à démontrer scientifiquement l'existence de l'âme. Et ce que je peux vous dire, c'est que l'âme, c'est quelque chose qui est un concept au niveau scientifique qui intervient naturellement à partir du moment où on a remis en question notre conception du temps. Lorsqu'on a compris que la réalité ne se crée pas dans le temps, mais hors du temps, on est naturellement amené à poser l'existence de l'âme comme, on va dire, pas seulement principe, mais bon, oui, enfin, un principe entre autres, qui permet de modifier l'espace-temps hors du temps. Hein. Modifier l'espace-temps hors du temps, ça fait justement intervenir nos émotions, tout ce qu'on disait tout à l'heure, et toutes ces facultés qui fonctionnent hors conditionnement, que le conditionnement empêche de fonctionner. Et bon, mais je ne veux pas faire un discours sur l'âme, on peut l'introduire de moult façons différentes. Et pour moi, elle est fonctionnellement reliée à la nécessité de modifier l'espace-temps dans un sens harmonieux, qu'on appelle négantropique, alors que la physique fait fonctionner dans le sens anthropique, c'est-à-dire le désordre qui augmente tout le temps. Et pour résumer, je dirais que cette conception de l'espace-temps hors du temps, dans une conception plus large où on essaye d'en déduire, mais qu'en est-il de notre vie? Ben, notre vie, du coup, c'est juste un instant dans l'univers et il devient inconcevable que nous ne soyons pas, que nous ne soyons pas reliés à une plus grande instance de nous-mêmes qui est la somme de toutes nos expériences dans l'espace-temps. Et à ce moment-là, l'âme prend cette plus grande dimension qui est liée à la mémoire de toutes nos expériences. Et si effectivement on situe notre vie, non pas seulement comme étant complètement isolée de tout autre, mais qui est simplement une partie de nous-mêmes en train de faire une expérience dans la matière, on comprend, enfin il y a des arguments que je ne vais pas développer parce que je vais être trop long. Il devient évident pour un physicien, et je ne suis pas le seul, pour Thibaut d'Amour, lui il croit dans l'existence de l'âme, je pense aussi. Il y en a bien d'autres, beaucoup de physiciens qui deviennent spirituels parce qu'ils ont compris le temps, comment ça fonctionne. Et donc, pour moi, je ne vais pas vous développer pourquoi, mais il y a une sorte de conséquence directe de ma compréhension de l'espace-temps qui dit que j'ai obligatoirement de multiples vies, peut-être très grande quantité, peut-être une infinité, simultanées, ou l'une après l'autre, les deux, sur Terre ou ailleurs, et que mon véritable être, l'homme dont vous parlez, le véritable homme, c'est celui qui vit hors du temps et qui a en mémoire, qui a dans sa conscience l'ensemble de toutes ces expériences-là. Voilà. Okay. Vous avez parlé d'ombre et d'âme. C'est quand même intéressant. Par rapport à l'ombre, ce que j'ai envie de dire, tiens, ça va nous amener à parler de l'âme aussi. Je réalisais que à travers la crise qu'on vit en ce moment, ça nous force à être héroïques. Et l'héroïsme, c'est pas quelque chose qui était considéré non plus dans la science. Puis on n'y a même pas pensé à être un héros parce qu'on est tellement occupé. On parlait avec un jeune homme aujourd'hui, tellement occupé à travailler, à avoir des enfants, à courir, faire les emplettes. Et c'est une occasion. Donc cette ombre actuelle nous force à être héroïque. Qu'est-ce que c'est être héros? Un héros, c'est quelqu'un qui nécessairement est marginal par rapport à ce programme. Et cette marginalité, c'est d'être le meilleur de soi-même et c'est de capter le message de l'âme. Pour moi, c'est ça.
Alors, je me souviens très bien d'être à la radio et on se posait, parce qu'à la radio avant, c'était pas comme ça que ça se passait. On se posait des vraies questions, puis on échangeait, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer cette tendance-là à partager des mauvaises nouvelles à la radio au Québec. Et je me rendais compte que lorsqu'une personne fait un acte héroïque, c'est quoi un acte héroïque? C'est un acte qui est surprenant par rapport au programme, mais c'est tout simplement de suivre cette petite voix intérieure. Eh bien, ça compétitionne avec les mauvaises nouvelles. Vous savez, ça attire l'attention et c'est contagieux. Alors, vous avez peut-être entendu parler des expériences de Milgram. Le nom vous dit peut-être rien, mais vous avez entendu cette expérience d'un chercheur qui peut, à cause de son cerveau, faire qu'une personne donne des chocs électriques à une autre jusqu'à des chocs mortels. Vous n'avez entendu parler, ça a circulé beaucoup ces temps-ci parce qu'on disait 80% des gens vont donner des chocs électriques. Il y en a d'autres expériences comme ça qui prouvent la désirabilité sociale, par exemple. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que ces gens-là qui participent au programme, là, qui sont des participants, puis qui donnent des chocs électriques, qui ne sont pas des vrais chocs, là, mais eux, ils ne savent pas, ont, comme vous, une petite voix intérieure qui leur dit à un moment donné, c'est pas correct ce que je fais. C'est pas dans ma nature, c'est pas. Et là, ils suivent la consigne. Pour moi, l'âme, c'est cette petite voix qui parle à chacun de nous et qui nous amène à être un héros le jour où on dit, ah non, moi, j'y crois pas à cette pandémie-là. Vous savez, c'est ça qui se passe en ce moment. Alors, c'est intéressant. J'ai l'impression qu'on est dans une époque qu'on n'aurait pas pensé vivre, mais qui nous amène à retrouver le sens de notre vie. Puisque dans le fond, si on suit le programme, c'est plate la vie, hein? Je veux dire, on s'entend dessus. Alors que cet héroïsme-là, qui est un grand défi pour nous, c'est le défi de l'aigle qui se trouve dans le poulailler. Je sais pas si je travaille des images. Vous savez, c'est l'aigle qui, par malheur, l'œuf tombe dans un poulailler, dans une basse-cour, mais c'est un aigle. Et toute sa vie, il regarde des aigles au ciel, puis il se dit, j'aimerais ça voler. Puis là, la maman poule, elle dit, non, t'es juste un poulet, tu peux pas voler. Alors, on est tous des aigles, mais on est nés dans un poulailler, dans une basse-cour, et c'est l'occasion maintenant de devenir des aigles et de voler. Alors, pour moi, c'est ça l'âme. L'âme et l'ombre, puis je vais vous donner juste un autre petit exemple, parce que pas parce que je suis en psychologie positive que j'aborde pas l'ombre. L'ombre, c'est la réponse à la question que je vais vous poser. Quand vous avez une invasion de fourmis chez vous, vous savez, les fourmis qui mangent le bois, là, charpentière, qu'est-ce que vous faites? Vous les éliminez? C'est ça que vous faites? Vous les écrasez, puis là, quand il y en a trop, vous appelez, je ne sais pas c'est qui vient chez vous là, pour les exterminer. Alors, pour m'amuser un peu, je disais, parce que l'humilité, l'intégrité, c'est savoir se mettre à la place de l'autre. Puis quand on réussit à faire ça, ce qui est très, très, très difficile dans le cas des psychopathes, on regarde les psychopathes, on se dit, ils ne sont pas comme nous. C'est très, très, très difficile. Mais quand on fait ça, ils perdent le pouvoir qu'ils ont sur nous. Et là, on commence à être des héros et on s'exprime. Alors, vous exterminez les fourmis. La seule différence entre vous et les psychopathes, c'est que eux vous prennent pour des fourmis. Comprenez? Ils vous prennent pour du bétail, on le dit souvent, là, ils vous prennent pour des chiens en laisse et tout ça. Comprenez-vous? Quand moi, dans cette crise, j'ai réalisé ça après avoir lu un tel ouvrage, je me suis dit, tu sais, moi aussi, je fais ça aux fourmis. Je tue les araignées, je tue les fourmis. Et quand je comprends mieux ça, puis c'est sûr, comme si je comprends ces psychopathes, je sais pourquoi ils font ça, comment ils font ça, mais ça enlève tout le pouvoir qu'ils ont. C'est des gens fragiles, ces gens-là. Ils ne sont pas heureux. Ils sont satisfaits, par exemple, de la job qu'ils font en ce moment parce qu'on a accepté d'être méprisés. Vous comprenez? Pour moi, c'est ça l'ombre. Elle existe en ce moment, mais elle est éclairante, contrairement à ce qu'on pense. Elle éclaire sur notre vie qui était programmée jusqu'à maintenant et qui nous permet d'être enfin mieux qu'on l'était, puis qui nous permet de mourir avec l'impression d'avoir moins de regrets. On va dire ça comme ça. Alors, moi, j'ai une question. Alors, vous avez dit que la matière, c'était des ondes. Et que les ondes, là, ici, là, venaient de la... Enfin, c'est des ondes de la conscience. Du coup, comme on est tous un fragment de conscience différent, comment est-ce qu'on peut tous interpréter la même chose sur la matière? Je ne sais pas si vous avez compris.
Il y a un aspect mathématique là-dedans, hein. C'est-à-dire qu'on résout ce problème en disant qu'on a tous une structure vibratoire différente. Et c'est possible mathématiquement parce que il est nécessaire de rajouter des dimensions supplémentaires à l'espace-temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand on parlait souvent de la théorie des cordes. Elle vient des fois dans le débat. On en a tellement parlé de la théorie des cordes. La théorie des cordes, elle adresse 10 à la puissance 150 univers possibles. C'est-à-dire, elle décrit 10 à la puissance 50, 150, c'est-à-dire 1 avec 150 zéros derrière. C'est le nombre de différentes vibrations possibles qui conduisent à des univers différents. D'accord? Tout cela nous appartenant à nous-mêmes. Donc l'espace-temps décrit par la physique n'a pas de problème pour nous individualiser. Il n'a pas de problème au niveau vibratoire pour créer pour chacun d'entre nous, on va dire, une âme spécifique qui va vibrer de manière unique. Ceci faisant que lorsqu'on émet nous-mêmes des vibrations, enfin, j'aime pas dire aimer parce que c'est hors du temps que ça se passe. Donc lorsqu'on a des ressentis à la nature vibratoire de ces ressentis qui est partageable, hein, que tout le monde peut comprendre en utilisant des mots, etc., se rajoute notre vibration particulière qui va faire que ça ne va pas jouer sur la vie des autres, mais sur notre vie exclusivement. Ok, ça va. Alors, ma question, c'est sur le phénomène du déjà vu, cette sensation lorsqu'on vit une scène et on a le sentiment qu'on l'a déjà vécu. Est-ce que c'est seulement un phénomène psychologique ou ça ne serait pas une information qu'on capte par la conscience d'un futur potentiel? Alors, à mon sens, Lucie, je sais plus, on en avait. Non, tu n'avais pas eu. Bon, ok. Alors, à mon sens, c'est parce que justement, la conscience est un système de navigation et que cela soit en rêve ou dans une autre vie. En rêve, il faut savoir qu'on navigue dans le multivers, hein. Et le fait que les rêves soient généralement flous, ça veut dire ils sont il y a peu d'énergie associée à ce rêve. Ça veut dire qu'on est allé se balader dans des réalités qui sont très faiblement probables. D'accord? Elles sont même tellement improbables qu'elles sont décousues, ce qui crée le caractère assez délirant des rêves. Mais enfin, donc, les rêves ne sont pas plus créés par le cerveau que notre conscience ordinaire, hein. Tout ce qui est conscience, c'est pas du tout créé par le cerveau. Nos rêves en particulier sont pas créés par le cerveau. Et donc, on peut avoir vécu. Alors, par contre, on peut de temps en temps aussi rêver une réalité qui est beaucoup plus probable. Et dans ce cas-là, le rêve devient net. D'accord? La différence entre les rêves nets et les rêves flous, c'est juste une question de probabilité dans le multivers. Et donc le déjà vu pourrait venir, mais ce n'est qu'une hypothèse, hein. C'est une hypothèse. Je ne suis pas en train de prétendre que c'est ça. Du fait que nous sommes déjà allés en rêve, ou peut-être d'une autre manière, hein. Certains diront peut-être même dans une autre vie, j'en sais rien. Enfin, je pense que c'est plutôt en rêve, on a déjà vécu quelque chose qui fait que lorsqu'on le revit, on a l'impression de déjà vu. Merci. Bonsoir. Alors j'ai une question un petit peu plus spécifique pour Philippe, qui est scientifique. C'est une question que je pense chaque chercheur scientifique à un moment donné doit se poser. Est-ce que vous n'avez pas eu à un moment donné une frustration à vous dire mes limites d'analyse mentale dans la physique classique ou même physique quantique ne me permet pas d'aller plus loin et il faudrait que je passe à une expérience mystique directe et pour avoir l'autre aperçu, un autre aperçu, ou au moins peut-être une intuition de la direction dans laquelle mes recherches doivent porter. Est-ce que vous, voilà, au quotidien, vous ne posez pas la question de vous dire, bon, je vais laisser de côté mes calculs et je vais méditer pour avoir des réponses? Oui, c'est une bonne question.
Je me suis posé cette question. Et je me suis forgé une réponse qui est assez simple. Je ressens pas d'attirance à vivre ce genre d'expérience. Euh, je pense que, d'ailleurs, si je vis ce genre d'expérience, ce que tout le monde peut vivre, j'aurai accès à une réalité par le vécu et non pas par le fait que je suis un scientifique et donc je n'ai pas plus à apporter que n'importe qui d'autre. Et moi, je pense que beaucoup de gens sont beaucoup plus doués que moi pour avoir ce genre de vécu. Alors que moi, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus utile à la société, à faire ce qui me met en joie et qui consiste et donc là, effectivement, quand même, la méditation, la randonnée, chez moi, c'est la randonnée, ou simplement le fait de conduire en voiture ou d'écouter quelque chose. Comme je suis quelqu'un qui n'écoute pas ou peu, ça me fait partir dans des rêveries. Et c'est là que je suis le plus utile parce que le fait de me retrouver dans cet état méditatif, forcé en général par la randonnée, me fait littéralement télécharger des informations qui me mettent en joie et qui me disent quelle est la réponse aux problèmes que je me pose. Et puis j'adore me torturer l'esprit et j'adore faire la synthèse d'informations extrêmement contradictoires et j'adore faire un petit peu le Sherlock Holmes de toutes les informations qu'on peut avoir à disposition, en particulier lorsqu'elles sont incohérentes, etc. Et j'ai l'impression que c'est là que je suis le plus utile à la société. Donc il y a un petit côté frustrant, effectivement, parce que aussi c'est un peu le fait que bah, du coup je fonctionne un peu trop par le mental, mais c'est quand même par le mental justement que je délivre mon message à la société. Donc bon ben ça m'oblige à rester un peu con quelque part, c'est-à-dire proche des milieux sceptiques que je critique. Mais bon ben c'est ma façon de communiquer, enfin la meilleure façon pour moi de délivrer les messages que j'ai à délivrer. On est tous les deux des représentants de cons, de cons qui est restant, on a resté dans le milieu universitaire scientifique où on cherche à expliquer les phénomènes. Et maintenant qu'on en est sorti, en tout cas moi que j'en suis sortie, je me suis demandé si on se leurrait pas. C'est-à-dire si on n'est pas, nous, des grands représentants de ce programme-là, parce que le mot expliquer, je me dis, on essaie d'intellectualiser l'âme, c'est quand même très paradoxal, là, hein? Et les termes comprendre ou connaître, pour moi, me vont mieux comprendre, prendre avec moi, naître avec ces phénomènes-là. Vous savez, j'ai l'impression qu'un jour, il va falloir arrêter de parler, tout simplement communiquer, en essayant de communiquer ma compréhension de ce que je vis à l'intérieur de moi, mais sans essayer de les expliquer, ces phénomènes-là. J'ai l'impression que, bien que c'est des efforts qu'on fait en ce moment, que c'est peut-être une erreur en même temps. Une erreur d'entraîner les gens dans l'intellectualisation de ces phénomènes-là. Je ne sais pas si vous me suivez. Alors, je suis tellement d'accord avec vous, mais c'est comme s'il y a un fossé en ce moment. Un fossé, on n'arrive pas à se rejoindre. Les gens qui expérimentent ça, qui n'ont pas de mots nécessairement pour expliquer ça, et ceux qui les expliquent, qui n'ont pas nécessairement l'expérience. Alors moi, j'ai l'impression qu'on pourrait remplir éventuellement ce fossé-là, se donner la main, puis accepter de mettre moins de mots sur ces choses-là et de communiquer autrement. Je ne sais pas si vous m'écoutez, je sais très bien que mon message, il passe plus avec le ton de ma voix qu'avec mes mots. Vous savez, c'est un effort que je fais là pour vous rejoindre autrement. Alors, je crois qu'il y a ces pistes-là qu'on peut prendre dans le ton de notre voix, dans le regard, dans la présence, dans le toucher, d'ailleurs, qui nous a manqué tellement durant les dernières années. Alors, c'est ma réponse toute humble à votre question. Oui, Lucie, pour rebondir avec ce que vous venez de dire, j'ai l'impression qu'effectivement, beaucoup de professions académiques confondent intelligence et intellect. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à considérer l'intellect, seulement l'intellect, comme une forme d'intelligence et non pas une petite partie. Alors qu'on se rend compte que l'intelligence, elle est très vaste et qu'elle est multiforme.
Et pour rebondir aussi par rapport à ce que vous dites sur la ralentir la communication, l'expression peut-être, il y a un film américain de science-fiction que vous avez vu, j'imagine, qui est Contact, ou qui montrait comment une civilisation extraterrestre venait, atterrissait et prenait contact avec donc des gens sans parler. Vous l'avez vu? Voilà. Et ma question maintenant, c'est par rapport à l'intelligence artificielle, Philippe. Il est évoqué depuis un certain moment, enfin moi j'entends beaucoup, cette question de ce moment de singularité qui va apparaître bientôt, d'ici quelques années, d'ici 5, 6 ans peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Merci. Alors moi je pense que c'est une illusion matérialiste, qu'il n'y aura pas de singularité, il y aura une autodestruction de quelque chose qui provient du fait qu'on n'a pas compris la nature de l'humain et encore moins la nature de l'intelligence. C'est-à-dire que l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation, c'est pas la capacité de faire des calculs, c'est pas les algorithmes, l'intelligence. Ça n'est pas le cerveau n'est pas comparable à un calculateur. Même s'il contient des réseaux de neurones et qu'on peut, moi j'en ai développé des réseaux de neurones, mais enfin c'est pas les réseaux de neurones qui font, j'ai mis longtemps à le comprendre, hein, parce que j'ai fabriqué des cerveaux artificiels, j'ai mis longtemps à comprendre que même un réseau de neurones ne rend pas intelligent, c'est juste, on va dire un automatisme amélioré qui va permettre d'accéder directement à une information sans faire des calculs trop compliqués. Donc, si vous voulez, tout ce que l'Occident en général, tout ce que notre système de pensée, y compris scientifique, a compris sur l'intelligence se résume à quelque chose qui est de l'ordre du calcul et en fait qui n'a rien à voir avec l'intelligence. Parce que ce que j'ai finalement compris de l'intelligence, moi qui ai fait beaucoup d'intelligence artificielle, c'est que la vraie intelligence est essentiellement de nature vibratoire. Hein, c'est-à-dire que de nature vibratoire en lien avec le quantique, mais je ne vais pas développer ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intelligence s'il n'y a pas de champ des possibles. Nous vivons dans un multivers et nous avons besoin d'être intelligents par rapport à la multiplicité des alternatives. La causalité ne permet pas, la causalité et donc le calcul, parce que le calcul fonctionne dans la causalité, ne permet pas de calculer quel est le champ des possibles optimal, celui qui va nous permettre de nous adapter au mieux. Ceci ressort de ce qui est en nous et vibratoire et qui n'est donc pas lié au cerveau, puisque d'ailleurs c'est ce qui se perpétue après notre mort. Et donc l'intelligence, la vraie intelligence, en plus elle est synthétique. La vraie intelligence, c'est la capacité de faire la synthèse d'une très vaste information extrêmement complexe en trouvant quand même la bonne solution ou la bonne façon de nous y adapter. Et ça, il n'y a que l'aspect vibratoire qui apporte ça. Et donc moi, c'est à la fois mon expérience du calcul, des réseaux de neurones, de l'intelligence artificielle en général, plus ensuite mes travaux sur la conscience qui m'ont fait aboutir à cette conclusion qui, chez moi, elle est très claire. Hein, c'est que la vraie intelligence, elle est vibratoire et que la singularité, cette fameuse université de la singularité qui est née, je sais pas, vers 2005 à peu près et qui est un peu le vecteur intellectuel du transhumanisme qu'on essaye de nous imposer aujourd'hui à vitesse grand V, c'est quelque chose qui de toute façon aboutira obligatoirement à un échec. Voilà. C'est encore moi, hein. Je suis un peu pénible. Je voulais poser deux questions. À savoir la première, qu'est-ce qui selon vous fait que dans l'expérience de l'onde corpuscule, qu'au final nous partageons tous une forme de réalité cohérente?
entre au final différentes consciences ou différentes perceptions de la réalité. Mais au final, il y a une cohérence. On est dans une salle, je vous vois, tout le monde vous voit, tout ça. Et dans la deuxième partie de la question, si elle est personnelle, si vous avez une conception, chacun d'entre vous, personnelle du concept de Dieu, et si vous pouviez très rapidement l'aborder en fait d'une manière très brève. Merci. Je vais répondre à la première question déjà. En physique, c'est le phénomène de décohérence qui intervient dans le fait que nous vivons dans une seule réalité collectivement, alors qu'en réalité, nous vivons dans un multivers. Il y a un physicien français qui a très bien théorisé ça, qui s'appelle Hervé Zwirn, qui est auteur de la théorie du solipsisme convivial, qui est très un peu bon, a choqué quelques instances mainstream, mais enfin quand même c'est un physicien très respecté, de Normal Sup, etc. Sa théorie, elle est très respectée. Et pour resituer ça dans un cadre plus vaste qui nous intéresse. Donc, je vais dire, nous sommes tous embarqués dans des cerveaux, à l'intérieur du cerveau, pour cette raison. Parce que si nous n'étions pas des consciences liées par des cerveaux, nous ne parviendrions pas à fabriquer une réalité collective. Parce que la conscience étant un système de navigation, on serait tous dissociés les uns des autres à être à jamais incapables de travailler ensemble. On vit chacun dans son univers, en dehors du... Voilà, on ne rejoint que les gens qui ont la même vibration. Mais lorsque vous faites un travail collectif, vous réunissez plein de gens qui ont des vibrations différentes, ce qui est utile justement à la création. Et là, le cerveau, et donc ce qu'on appelle l'incarnation, est indispensable à la création collective. Voilà. Et pour ce qui concerne la seconde question, pour moi, l'idée de Dieu n'a jamais véritablement été une question, dans la mesure où je considère que tout est conscience et que si Dieu et que Dieu, pour moi, se correspond et que nous sommes tous, la conscience est fondamentalement divisible. Et il y a deux élans dans la création. Il y a l'élan qui consiste à aller vers le moins divisé et l'élan qui consiste à aller vers le plus divisé. Et on pourrait dire que Dieu, c'est la conscience globale qui englobe toutes les consciences en haut de l'échelle où tout se réunit, quoi. Enfin, voilà. Ok. Donc, nous sommes tous Dieu, voilà. J'ai pas de réponse aussi spécifique à donner, mais j'ai une image pour la première question. Je me suis demandé si notre difficulté à pouvoir expliquer ou comprendre ce phénomène-là, il venait pas du fait qu'on regardait la réalité à partir de soi, dans une vision très égocentrique. Et l'image qui me venait, c'est on est un parmi ou une parmi des milliards, un peu comme des cellules du corps humain, et que notre capacité de percevoir, d'appréhender la réalité peut se faire à partir de la cellule, qui serait une vision égocentrique, ou à partir du corps humain qui regarde la cellule. Et là, je me dis, est-ce que nous aurions cette capacité d'être à la fois dans la cellule et dans le corps humain, percevoir cette réalité? Alors, je suis très curieuse de savoir, puisqu'on est, sommes-nous un corps humain, sommes-nous une cellule? On ne peut pas répondre à ça, mais peut-être que nous sommes le corps humain et qu'on est capable de percevoir la réalité comme ça. Puis l'autre, la question au sujet de Dieu, j'ai envie de m'amuser un peu puis te dire, entends-tu ma réponse? Bonsoir. Pardon, c'est un peu fort. J'avais deux petites questions ici. Donc la première, c'est pour rebondir sur ce qu'a posé comme question Nicolai. Comme nous sommes créateurs de notre futur, est-ce que le fait justement de vivre une réalité collective, comment nous pouvons vous expliquer en fait le fait que chacun a sa propre réalité? Et ma deuxième question, ce serait pour, alors je ne sais pas, pour Philippe ou Lucie, par rapport à la résonance de Schumann. Donc, tout à l'heure, vous disiez, on m'a appris, la science sans conscience n'est que ruine de l'âme.
Et par rapport à la résonance de Schumann, le fait de créer des égrégores de bonheur, de joie, etc., comment se fait-il qu'on n'ait pas encore réussi à faire basculer l'ombre pour la lumière? Même si ça vient, mais c'est lent. Peut-être qu'on l'a déjà fait, non? Je ne sais pas. C'est déjà fait, C'est mais ils pas. ne le savent pas encore. Parce que, bon, j'ai peut-être une réponse qui n'est pas une réponse, mais pour moi, c'est comme si encore une fois on se leurre parce qu'on attend quelque chose de statique, quelque chose de fait. Alors que la réalité fonctionne par mouvement. C'est toujours un mouvement. Et nous sommes dans un mouvement. Et on pourrait l'apprécier, ce mouvement-là, en passant. Et ne pas s'inquiéter trop aussi, là, hein, parce qu'il y a toujours, oui, une mort de quelque chose et une naissance. Et pour moi, on est dans une phase de transition où on est conscient qu'il y a la mort de quelque chose et peut-être qu'on participe à la naissance d'autre chose. Tu vois, c'est un peu la réponse. Alors, comme si ta question elle m'amenait à une fausse réponse, parce que pour moi, il n'y a pas d'état statique. Ah, ça y est, c'est fait. Ah, on est passé à autre chose, là. Non, il y aura toujours, et quand on observe la nature, il y a toujours mort et naissance, mort et naissance. Et mouvement aussi. Puis ton nom, c'était la première? Ah, les consciences multiples. Puis Philippe n'est pas d'accord avec ça. Je vous le dis tout de suite, là, mais moi, je m'amuse encore une fois en me disant, ben si on rêve, OK, puis dans nos rêves, on invente tous les personnages. Ben, on le sait pas, hein, mais peut-être que c'est ça. Mais peut-être que même dans cette réalité, j'invente tous les personnages et que c'est que ma conscience qui vit en ce moment. Mais peut-être que ma conscience, finalement, c'est simplement un élément microscopique de quelque chose qui est plus grand et d'où je suis connectée. Tu vois, pas comme en parallèle, en horizontal, mais plus en vertical. Puis à ce moment-là, j'aurais, comme tout à l'heure je disais, accès à tout, à la fois à ma vision individualiste et une vision qui est beaucoup plus large. Et je serais confuse un peu à travers ça parce que je me pose encore la question, suis-je seule au monde ou bien tous ces gens-là existent? Je sais pas. C'est pas. Puis j'aime ça des fois, pas avoir une réponse à donner à ça. Ouais, c'est un peu la théorie de Dolores Cannon. Alors, il y a une façon, à mon avis, plus simple de répondre à cette question qui se résume à dire, voilà, il y a comme une contradiction, alors qu'on on se dessine une belle vie à l'intérieur d'un monde terrible, donc on va pas réussir à avoir cette belle vie puisque le monde est terrible, c'est un peu ça la question? Ou non, c'est pas ça du tout, alors j'ai mal compris. Parce que ce que vous appeliez résonance de Schumann, c'est pas lié avec une histoire de seuil à partir duquel, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc c'est bien ce que j'avais compris. Il y a une histoire de seuil, parce que c'est une question qui m'est souvent posée, hein. Donc il y a un certain stress. Les gens ont un certain stress à penser, une peur même, ça génère une peur, à penser qu'on pourrait ne pas être suffisamment nombreux à être éveillés de manière à provoquer cette transition. Ça engendre une angoisse. D'accord? Alors moi, je voudrais éliminer cette angoisse, hein. C'est juste une question de temps, hein. Il est tout à fait... bon, disons les choses simplement. Imaginons, je simplifie à mort. C'est nul de faire ça, mais c'est pour la compréhension. Imaginons qu'on est 10% à être éveillé, et donc à fabriquer, donc à se fabriquer un beau monde, un beau futur, un futur lumineux, et qu'il y ait 90% des gens qui ne le sont pas du tout, qui sont en train de fabriquer un monde transhumain. Bon, ben, ce monde transhumain, on a tendance à dire qu'il va happer les 10% parce qu'ils ne sont pas majoritaires, donc bon, ben, c'est foutu pour les 10%. Non, non, non. L'espace-temps va fabriquer un monde où il y aura 10% d'éveillés qui auront une belle vie et qui vivront un futur lumineux sur la Terre. On va le partager. Et 90% qui auront une vie, franchement, pas terrible. Simplement, il va mettre plus longtemps à réaliser ça. Ça va mettre plus longtemps de réaliser ce rêve collectif où il y aura cette part de gens qui vivent différemment que de réaliser un monde où il y aurait 100% de transhumains. Là, ça arrive tout de suite si on n'avait pas été éveillé.
ou inversement, inversement, on comprend bien que si on veut que 100% des gens soient heureux sur Terre, il va falloir attendre longtemps que les 90% se réveillent. Mais n'ayez pas peur, enfin le message que je veux, considérez bien qu'il n'y a pas d'incompatibilité, c'est-à-dire que vous travaillez pour vous, en même temps, évidemment, la belle vie que vous fabriquez va impacter celle des autres. Et donc vous allez simplement contribuer à faire croître les 10% qui vont devenir 15 et puis 20 et puis 30, pendant que vous fabriquez une belle vie qui vous est garantie grâce à votre vibration. Donc simplement ne vous occupez pas voilà, ayez de la compassion pour ceux qui se fabriquent une mauvaise vie. Ne leur dites pas ils ont besoin d'un temps d'intégration, et voilà, il ne faut pas aller les embêter ni avoir peur que leur choix retentisse sur les vôtres. Non, pour vous c'est bon, c'est réglé. Voilà. Il est minuit passé, le sonneur de cloche, mais cette dernière intervention est remarquable, enfin, dit tout, que sur le futur lumineux. Et je voudrais vous remercier pour ce que vous avez fait, votre prestation merveilleuse pour tous les deux. En fin de compte, je voudrais vous dire que vous êtes un pont entre le mental et le spirituel est nécessaire en ce moment à ce passage, ce grand virage de l'humanité. Et donc, merci d'être ce pont merveilleux.